Chapitre 11. Comme chaque année, en cette veille de Pentecôte, le roi Arthur avait convié à Camelot ses plus proches parents et ses meilleurs amis. Comparé au grand banquet traditionnel du lendemain qui devait réunir ses fidèles compagnons et ses vassaux au grand complet, la réception tout à l'heure serait presque intime. Aussi Guenièvre s'apprêtait-elle, sans déplaisir, en compagnie de son époux, pour cette soirée, tout en songeant qu'il en serait bien autrement le lendemain. En effet, c'est au cours du banquet officiel de la Pentecôte que le haut roi devait rendre public le nom de son héritier. En fait, celui-ci était déjà connu de tous, mais on ne le prononçait encore qu'à voix basse. Or demain, Galahad, fils de Lancelot, serait fait chevalier et compagnon de la table ronde. Demain, il serait présenté à la cour et désigné officiellement comme le successeur du trône. Bien sûr, la reine savait depuis longtemps que ce jour fatal viendrait inévitablement. Mais, jusqu'alors, Galahad n'avait été pour elle qu'un petit garçon blond, grandissant discrètement, au loin sur les terres du roi Pélinore, et dont l'existence lui paraissait de ce fait presque irréelle. Mais c'en était fini. Demain, il serait là, vivant reproche, insupportable insulte à sa stérilité, exposé au regard de toute la cour assemblée. « Guenièvre, mon cœur !» plaida le roi en l'embrassant, ne devinant que trop les tourments de sa femme. « Ne m'en veuillez pas trop, si j'ai choisi de présenter officiellement mon successeur demain. C'est simplement parce que les fêtes en fournissent une bonne occasion. Si néanmoins vous ne souhaitez pas assister à la cérémonie, nous trouverons bien sûr quelques prétextes. »« Non, puisque vous en avez décidé ainsi, » répondit Guenièvre, le visage fermé, « autant demain que plus tard. » N'insistant pas sur le sujet, Arthur cependant aborda une question tout aussi délicate. « À propos, » ajouta-t-il d'un ton mal assuré, « le fils de Morgane, m'a-t-on dit, se trouverait à Avalon ?»« Ah non, je vous en prie, épargnez-moi !» explosa Guenièvre au bord des larmes. « Ma reine, mon ange, ne craignez rien. Je ferai tout pour que vous n'ayez pas à le rencontrer. Mais il est de sang royal, je me dois de l'aider, même si je sais pertinemment qu'il ne montera jamais sur mon trône. Les prêtres ne l'accepteraient pas et... » « Ainsi, à vous entendre, » reprit Guenièvre hors d'elle, « il aurait donc suffi du bon vouloir de quelques-uns pour que vous désigniez vous-même le fils de Morgane comme votre héritier. » « Certains, vous le savez, ne manqueront pas de s'étonner qu'il n'en soit pas ainsi, » répliqua patiemment Arthur. « Il est et restera le fils de ma sœur, personne n'y peut rien. C'est justement pour cette raison que vous devez le tenir éloigné de la cour. D'ailleurs, je ne vois pas quelle place pourra avoir ici un homme qui a été élevé par des druides. »« Kévin, comme autrefois Merlin, fait partie de mes conseillers, » rétorqua, non sans agacement le roi. « Et il en a toujours été ainsi. Ceux qui continuent à croire en la grande déesse sont mes sujets, au même titre que les autres, et ils le resteront. »« Allons, Guenièvre, ma douce, » reprit Arthur, changeant délibérément de ton. « Parents et amis nous attendent, nous ne pouvons les faire languir. Vous êtes ce soir plus belle, plus jeune que jamais. » La prenant par la main, il l'empêcha de répliquer et la conduisit fermement dans la pièce réservée aux réunions intimes, la grande salle où se trouvait la table ronde, faisant l'objet d'ultimes préparatifs pour les fêtes du lendemain. Comme ils faisaient leur entrée, un serviteur remit un message à Arthur, qui, en ayant pris connaissance, déclara à voix haute. « Mes amis, nous serons plus nombreux que prévu. Gauvin me dit que sa mère vient d'arriver. Morgause, veuve du roi Lot des Orcades, est donc la bienvenue parmi nous. » Guenièvre aimait cette salle, aux proportions intimes et chaleureuses, décorée de tentures qu'elle avait tout exprès fait venir de Gaule et qui égayaient harmonieusement les murailles. Elle se sentait vraiment chez elle. Cependant, légèrement éblouie par les flammes des torches, elle ne vit d'abord rien d'autre que les tables étincelantes et colorées, l'éclat de la vaisselle et des habits de fête rehaussés d'or et de pierreries. Puis, elle reçut l'hommage des invités. Gauvin, toujours rieur, Gareth, plus discret, que Caille s'obstinait à appeler Beau-Sire, Lancelot, aux boucles, lui sembla-t-il, un peu plus argenté, Morgause, encore en tenue de voyage, l'air plus jeune que jamais, le roi Urien, paraissant lui avoir 100 ans, Morgane enfin,
qu'elle embrassa distraitement, se bornant à remarquer sa simple robe sombre, tranchant curieusement parmi les toilettes d'apparat. À la haute table, on plaça Galahad entre Arthur et elle-même, ainsi qu'il convenait à l'héritier du royaume. À la gauche du haut roi vinrent s'asseoir Morgause et Lamorac, puis Gauvin et son protégé Huvin qui le suivait comme son ombre. À sa droite, Guenièvre regarda avec émoi s'installer Lancelot. Il était veuf maintenant, car contre toute attente, Hélène venait de le quitter en mettant au monde son 4e enfant. Urien et Morgane, et d'autres personnages dont elle ne distinguait pas les visages, s'installaient à leur tour à côté de lui. Depuis peu, en effet, sa vue était moins bonne, et elle se demandait une nouvelle fois si ses craintes d'enfant face aux vastes horizons n'avaient pas eu pour origine ce défaut de vision, ayant toujours eu peur de ce qu'elle ne pouvait nettement distinguer. Après les volailles et le bœuf rôti, un peu étonnée de ne pas entendre de musique, elle demanda à Arthur, par-dessus l'épaule de Galahad, qui dévorait d'un bon appétit tout ce qui se présentait devant lui. « Kevin n'est-il pas là ce soir ?»« Non, je l'avais invité, mais il m'a fait répondre qu'il ne pourrait pas venir. Peut-être célèbre-t-il à sa manière les fêtes en Avalon. Mais Morgane peut le remplacer à la harpe, si elle le veut bien. » Morgane déclina l'invitation, prétextant la trop grande abondance des mets et des boissons auxquels elle avait fait honneur. Arthur renouvela donc sa demande en se tournant vers Lancelot, qui, lui, accepta sans se dérober, en expliquant à l'assemblée qu'il allait interpréter un poème saxon, transcrit par ses soins dans la langue du pays. « J'ai pourtant dit un jour ne pouvoir supporter leurs ballades, mais l'année dernière, ayant vécu parmi eux, j'en ai entendu une qui m'a touché au cœur. C'est elle que vous allez entendre. » Se tournant alors vers le roi, il se leva et poursuivit. « Mon roi, je vous dédie cette ballade, car elle parle d'une nostalgie qui fut mienne quand j'étais loin de vous et de la cour. » Un grand silence se fit dans toute l'assemblée, et Lancelot commença à chanter une très douce et émouvante mélodie. Peut-être ses doigts étaient-ils moins habiles que ceux de Kevin, mais sa voix profonde, voilée, exerça instantanément une véritable fascination sur l'auditoire. Guenièvre baissait les yeux, à la fin de la chanson, pour ne pas fondre en larmes. Arthur voilait ses yeux derrière sa main. Seule Morgane, le visage levé, ne cherchait nullement à masquer son émotion. Qui aurait cru les Saxons capables de composer une si prenante complainte, murmura-t-elle dans un silence qui se prolongeait, ne quittant pas des yeux Lancelot. Guenièvre, elle, le visage toujours baissé, souffrait le martyre. Qui Lancelot, en fin de compte, avait-il aimé le plus, elle ou Arthur? L'amour qu'il lui avait porté n'était-il rien d'autre que l'écho d'une dévorante passion, vouée tout entière à son roi? C'est alors qu'une voix s'éleva avec force dans l'auditoire. « Les Saxons, vous le voyez, ne sont pas tous des guerriers sanguinaires et incultes. Il existe parmi eux d'authentiques poètes et de bons musiciens. »« Qui parle? Qui ose ainsi troubler ma table ?» s'exclama alors Arthur. « J'avais pourtant bien précisé ce soir le caractère familial et intime de notre réunion. »« J'ai moi-même amené ce jeune homme, » intervint à son tour Morgause. « Je voulais vous le présenter avant le début du repas, mais vous étiez si entourés que je n'ai pas pu le faire. C'est le fils de Morgane, que j'ai moi-même élevé à ma cour. Son nom est Gouidillon. » Droit et grave, le jeune homme se leva et s'avança vers Arthur. La taille élancée, le teint mat, les cheveux ondulés, la démarche souple, il ressemblait si étonnamment à Lancelot que Guenièvre douta un instant qu'il puisse être le fils de son époux. Même sa voix chaude et prenante était celle de Lancelot. « Mon roi, » dit-il simplement en s'inclinant avec respect, « le fils de ma sœur bien-aimée sera accueilli sous mon toit comme mon propre fils. »« Gouidillon » articula difficilement Arthur, cherchant à dissimuler son émotion. « Venez, venez vous asseoir près de moi. » « Ce jeune homme sait-il qui est son père ?» se demanda Guenièvre. « Ou croit-il, comme tout le monde, sûrement l'imagine, être le fils de Lancelot, tant il lui ressemble? Quel âge peut-il avoir? 25 ans, peut-être? Et Galahad, qui lui tend la main dans un geste si spontané, pense-t-il lui aussi qu'il a en face de lui un bâtard de son père, un fils tenu secret jusqu'à ce jour ? « Vous êtes plus proche parent du roi que moi, Gouidillon, »
déclarait en effet Galahad avec courtoisie. C'est à vous que revient la place d'honneur à la droite d'Arthur. Merci de ne pas me tenir rigueur de l'avoir occupée jusqu'à présent. Pensez-vous vraiment que je ne vous en veux pas, mon cousin, répondit Gouidillon avec un sourire ambigu. Guenièvre sursauta. Voulait-il simplement plaisanter, ou bien était-ce déjà l'amorce d'un conflit? Et dans ce cas, que savait-il au juste de sa naissance? Quant à Galahad, il semblait profondément décontenancé par cette réplique. Ne pouvant ignorer la ressemblance frappante entre son père et Gouidillon, imaginait-il soudain se trouver en face d'un fils bâtard de Lancelot. Mais Gouidillon ne laissa à personne le temps de s'interroger davantage. « Non, mon cousin, reprit-il, ce que vous êtes en train de penser ne correspond nullement à la vérité. » « Quelle vérité ? Jeunesse me semble rien dit. »« En effet, mais vous avez pensé, et ce que chacun pense ici m'apparaît clairement. » S'arrêtant un instant, il sembla réfléchir, prit une profonde inspiration, comme s'il allait se lancer dans un long monologue. « Voyez-vous, mon cousin, commença-t-il, en pesant ses mots, le sang maternel prime sur tout autre lignage. Or, il se trouve que j'appartiens à l'ancienne lignée royale de l'île sacrée, et cela me suffit. J'aimerais toutefois, comme chacun ici-bas, savoir de qui je suis le fils. Ce que vous pensez, ainsi que beaucoup d'autres, quant à ma prétendue filiation avec Lancelot, on me l'a souvent dit, à cause de notre ressemblance. Même les Saxons, parmi lesquels j'ai passé plus de 3 années comme druide soldat, le pensaient également. Mais je les ai détrompés. Cette ressemblance entre le seigneur Lancelot et moi-même n'est due qu'à notre parenté. Je suis votre cousin, Galahad, et non votre frère. » À ces mots, l'embarras de Lancelot et le malaise général parurent encore s'amplifier. Seul Gouidillon semblait prendre un malin plaisir à semer le trouble dans les esprits. « Pour ma part, intervint Morgane, tournée vers Guenièvre, je bénis cette soirée qui me donne l'occasion de retrouver un fils que je connais si peu. Imaginez mon émotion s'il m'était brusquement apparu demain à l'improviste devant toute la cour. »« Toute femme serait fière d'avoir un fils tel que lui, » s'exclama à son tour le vieil Urien. « Quant à votre père, jeune homme, quel qu'il soit, il est bien regrettable qu'il ne vienne pas revendiquer ses droits légitimes. »« Je crains qu'il ne veuille jamais se manifester dans ce sens, » répliqua Gouidillon, en jetant à la dérobée un imperceptible coup d'œil en direction du haut roi. « Sait-il vraiment où ruse-t-il » s'interrogea Derechef Guenièvre. Et que se passerait-il si brutalement il demandait à Arthur la raison pour laquelle il n'était pas désigné son héritier? Se sentant cette fois tout à fait mal à l'aise, elle maudit en elle-même le suppôt de sorcière qu'était devenu Avalon. Comme elle aurait voulu voir l'île damnée disparaître sous les flots, telle jadis la légendaire cité d'Is. « Mais, poursuivait déjà Gouidillon, cette nuit est celle de Galahad, je ne veux en aucun cas le distraire de la veillée d'armes qui l'attend. » En effet, un prêtre en robe blanche, suivi de 2 enfants, également de blanc vêtus, venait de pénétrer dans la salle et cherchait Galahad des yeux. Les ayant aperçus, celui-ci se leva aussitôt et, l'émotion colorant ses pommettes, il s'inclina devant Arthur qui le bénit, puis devant son père, et Guenièvre, enfin, qui l'un et l'autre firent le même geste au-dessus de son front rayonnant. Se redressant alors, il sortit à la suite du prêtre, en direction de l'église. Tard dans la soirée, les invités du roi prirent congé à leur tour, et l'assemblée entière alla rejoindre le jeune homme en prière. Morgane en profita pour retenir son fils quelques instants. « Je ne m'attendais pas à vous voir en la circonstance, Gouidillon. Qui donc vous a poussé à vous manifester publiquement, avant que le temps ne soit venu ? » ?»« Je voulais simplement connaître mon rival. Je sais maintenant que je n'ai aucune raison de le redouter. Il ne vivra pas assez longtemps pour régner. » « Est-ce le don qui vous permet ainsi de prédire l'avenir ? » ?»« Point n'est besoin du don, » répondit Gouidillon, « pour comprendre qu'il faudrait quelqu'un de beaucoup plus armé pour prendre place sur le trône des Pendragons. Mais si cela peut vous rassurer, madame, ne craignez rien. Je vous jure par l'eau du puits sacré que Galahad ne mourra nullement de ma main, ni de la vôtre. Venez maintenant, ajouta-t-il impassible en la prenant par le bras. Allons rejoindre Galahad et ses amis. Notre absence pourrait être mal interprétée.
Or rien ne doit venir troubler l'élan et la ferveur de ce grand moment de son existence. Peut-être n'en connaîtra-t-il guère d'autres. Morgause appréciait toujours vivement le faste des réceptions de Kaamelott. Elle l'appréciait d'autant plus qu'étant mère de 3 des plus anciens compagnons du haut roi, elle y était traitée avec une faveur toute particulière. Ainsi se trouvait-elle placée à côté de Morgane pour cette messe solennelle de Pentecôte, célébrée par l'évêque Patricius, venu tout exprès de Glastonbury pour officier personnellement. Abandonnant quelques instants son attitude de circonstance recueillie, elle regarda Galahad, grave et pâle, comme un archange tombé du ciel. Attendant avec impatience la fin de la cérémonie, Morgause porta discrètement la main à sa bouche pour étouffer un bâillement. Comme ses offices interminables lui pesaient. Décidément, il n'avait ni l'attrait ni le charme des rites d'Avalon, où elle avait passé son enfance, et de toute façon, elle en était intimement persuadée, depuis longtemps, toutes ces démonstrations religieuses, simulacres artificiels, ne correspondaient en rien à la réalité tangible de la vie. Néanmoins, il fallait accepter certaines conventions. Étant l'invitée d'Arthur, elle se devait d'assister jusqu'au bout, et dignement à cette messe, et tout à l'heure, de s'approcher avec toute la famille, à la Sainte Table. Morgane, seule, comme d'habitude, s'en abstiendrait, et elle l'en blâmait. Comment s'étonner, après, qu'on la traite de sorcière ou de diablesse? Le vieil Urien, lui, était beaucoup plus diplomate, et les serpents d'Avalon autour des poignets, il ne répugnait nullement à recevoir le pain béni comme tout le monde, son fils Apollon ayant adopté quant à lui une même attitude. Un mouvement dans la foule incita Morgause à interrompre ses réflexions. Galahad, en effet, venait de s'agenouiller devant le haut roi, qui, prenant des mains de Gauvin une épée magnifique, la remettait au jeune garçon, en prononçant d'une voix haute et claire, légèrement voilée par l'émotion, les paroles désormais célèbres. « Je te reçois parmi mes compagnons, Galahad, et je te confère l'ordre de chevalerie. Sois pour toujours loyal et juste, serre jusqu'à la mort le trône et le bon droit. » Tout en disant ces mots, Arthur avait posé sa main sur l'épaule du jeune homme, agenouillé à ses pieds, la tête baissée. Alors, le roi releva le nouveau chevalier, le serra dans ses bras et l'embrassa. La cérémonie achevée, l'église se vida dans un bourdonnement joyeux, et chacun s'empressa de gagner la lice, entouré de pieux enrubannés et de banderoles, où devaient se dérouler les tournois. « Lancelot combattra-t-il aujourd'hui » demanda Morgause, entourée de Morgane, de Gouidillon et de la famille d'Urien. « C'est peu probable, » avança Apollon. « Il a été si souvent vainqueur qu'il doit maintenant laisser la place aux jeunes. Gareth et même Lamorac l'ont d'ailleurs surpassé plusieurs fois. Un jour ou l'autre, il devra donc abandonner son titre de champion de l'arène. »« Gareth l'a déjà mis à terre, c'est vrai, » enchaîna Uvin. « Et Gauvin pourrait lui aussi en avoir raison. Cependant, ils se refuseront, l'un et l'autre, à l'affronter un jour de Pentecôte devant tous les grands du royaume. Quant à moi, reste à savoir si je serai capable de le vaincre en combat singulier, malgré mon désir de lui ravir son titre. Qui sait, lança Apollon en riant. J'ai moi-même essayé, mais en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, Lancelot a balayé toutes mes prétentions. Il prend de l'âge, certes, mais il possède encore une puissance et une habileté foudroyantes. Allons, mes amis, allons sur le terrain voir les concurrents. Il était temps. L'ouverture des jeux commençait. Fous et nains se livraient à des parodies de combat, à grand renfort de cabrioles et de grimaces, brandissant des épées de bois et des vessies de porc, grossièrement peintes en guise d'écus. Leur numéro terminé, il venait déjà quémander récompenses, et Guenièvre, du haut de sa tribune, leur jetait en riant des poignées de gâteaux et de bonbons, occasion nouvelle pour eux de s'adonner à 1000 pitreries. La lice à peine dégagée, on annonça le premier combat opposant le champion de l'arène, Lancelot du Lac, à celui du roi, Gauvin du Lotion et des îles. Un tonnerre d'applaudissements salua leur entrée, particulièrement celle de Lancelot, qui traînait toujours tous les cœurs après lui. D'emblée, leur duel prit les allures d'un très savant ballet, chacun provoquant l'autre avec une si parfaite maîtrise qu'ils semblaient avoir tous deux souscrit d'avance à un cérémonial obéissant aux règles les plus hautes et les plus nobles de la chevalerie. Aussi, lorsqu'enfin ils abaissèrent leurs armes,
aucun combattant n'ayant surclassé l'autre, le roi les embrassa avec une égale et fervente admiration. Vinrent ensuite des jeux équestres, où de jeunes cavaliers tentèrent de se maintenir en selle sur des chevaux sauvages, et plusieurs affrontements, avec des lances aux pointes émoussées, faisant culbuter les cavaliers désarçonnés dans le pré, sans pour autant les exposer à des blessures graves. Aussi, n'eut-on à déplorer qu'une jambe cassée, quelques chevilles et poignets malmenés. Guenièvre, aidé de Morgane, remit alors les prix aux vainqueurs. Parmi eux figurait Acolon, qui avait réussi une démonstration très brillante sur un cheval à peine dompté. Mais au moment où il s'agenouillait devant Morgane pour recevoir de sa main la récompense de son courage, retentirent dans la foule des sifflements, suivis de cris. « Sorcière! Catin! Diablesse !» Sous l'injure, Morgane rougit, mais ne broncha pas, attendant que la reine achève sa remise de prix. Puis, elle regagna sa place dignement, sans toutefois parvenir à masquer complètement son émoi. « Ne vous inquiétez pas, » lui souffla Morgause. « Quel nom pensez-vous que l'on me donne à moi en lotiant, les années de mauvaise récolte ou lorsque je rends un jugement qui déplaît ?»« Je n'ai que faire de cette populace, » siffla Morgane entre ses dents. « Chez moi, dans mon pays, on m'aime suffisamment. » Mais derrière ce mépris et cette indifférence feinte, Morgause savait que Morgane venait d'être profondément atteinte par cette haine spontanée, qu'en dépit des recherches aussitôt entreprises par Arthur, on ne pourrait sûrement totalement expliquer. L'incident, cependant, n'avait pas empêché la deuxième partie des joutes de débuter. D'énormes Saxons velus de la tête aux pieds s'exhibaient maintenant. À moitié nus, grognant et haletant, laissant échapper de temps à autre de véritables rugissements de fauves, ils s'agrippaient à bras le corps, tentant, avec une brutalité inouïe, de se précipiter à terre mutuellement, à la grande satisfaction de Morgause, ne pouvant rester insensible à un tel spectacle. Morgane, elle, détourna en revanche les yeux, avec répulsion. « Deviendriez-vous aussi ridiculement pudique que notre reine ?» lui lança la belle veuve tout excitée. Mais comme elle reportait son attention vers le champ clos, où prenaient fin les corps à corps, soudain, au comble de l'étonnement, elle s'exclama. « Mais, regardez, c'est Gouidillon. Que fait-il là ?» Gouidillon venait en effet de sauter dans la lice, en se tournant vers la tribune royale, s'écriant d'une voix si forte qu'on l'entendit d'une extrémité à l'autre de l'enceinte. « Roi Arthur !» Morgause vit alors Morgane devenir pâle comme la mort, portant dans un mouvement d'effroi les mains à son visage. Pensait-elle que son fils allait, aux yeux de tous, interpeller le roi, le sommer de clamer la vérité sur sa naissance au grand jour ? Avait-il subitement perdu l'entendement, ou cherchait-il sciemment le scandale public ? Tout aussi blême que sa sœur, Arthur s'était levé, mais c'est pourtant d'une voix claire qu'il apostropha le jeune homme. « Je vous écoute, mon neveu. »